Tout commence par un silence pesant dans les plaines désolées du Missouri en cette fin d'année 1989. Dans un petit bureau de police de Chillicothe, le téléphone sonne avec une urgence inhabituelle. À l'autre bout du fil, la voix de Jack McCormick tremble violemment sous le poids d'un secret insoutenable. Il prétend avoir vu des choses qu'aucun homme ne devrait jamais voir dans la ferme des Copeland. McCormick parle de cadavres enterrés sous le foin et de disparitions que personne n'a remarquées. Les autorités restent d'abord sceptiques face aux délires apparents de cet ouvrier agricole vagabond. Pourtant, le nom de Ray Copeland n'est pas inconnu des registres de la petite ville de Mooresville. Ray est un homme de 73 ans, connu pour son caractère difficile et ses démêlés passés pour fraude au bétail. Sa femme Faye, 69 ans, semble être la parfaite épouse de fermier, discrète et dévouée. Mais McCormick insiste sur le fait que derrière cette façade de vieillard respectable se cache un monstre. L'enquêteur Gary Calvert décide de prendre l'appel au sérieux et commence à creuser dans le passé du couple. Il découvre rapidement une liste de noms griffonnés à la main dans le sac de Jack McCormick. Chaque nom sur la liste correspond à un homme qui a travaillé pour les Copeland avant de s'évaporer dans la nature. L'air devient soudainement plus froid alors que Calvert réalise l'ampleur potentielle du carnage. Le shérif local refuse d'abord de croire qu'un septuagénaire puisse être un tueur en série. Ray Copeland a toujours été un escroc, certes, mais jamais un homme violent aux yeux de la communauté. Mais McCormick raconte une histoire de fraude au bétail impliquant des chèques sans provision et des identités volées. Les ouvriers étaient engagés pour acheter du bétail pour Ray, puis ils étaient éliminés pour ne laisser aucun témoin. C'était un système parfaitement huilé, exploitant les plus vulnérables de la société. Les enquêteurs commencent à surveiller la ferme discrètement depuis les champs de maïs environnants. Ils observent le vieux Ray marcher avec une lenteur calculée autour de sa grange principale. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans la façon dont il fixe le sol. Jack McCormick fournit alors un détail qui glace le sang des policiers, la carabine de calibre 22. Il affirme que Ray l'utilisait pour exécuter ses victimes d'une balle dans la nuque. McCormick lui-même a failli être la prochaine victime avant de s'enfuir à travers les bois. Le mandat de perquisition est finalement signé par un juge encore incrédule. Le 9 octobre 1989, une caravane de voitures de police remonte le chemin de terre menant à la ferme. Les Copeland les attendent sur le perron, calmes et presque accueillants. « Qu'est-ce que vous cherchez, messieurs ?» demande Ray d'une voix chevrotante. L'odeur de la ferme est un mélange de fumier, de vieille paille et de quelque chose d'indéfinissable. Les chiens policiers sont déployés et commencent immédiatement à s'agiter près de la grange à chevaux. Le sol de la grange semble avoir été récemment retourné par endroits. Faye Copeland regarde la scène depuis la fenêtre de sa cuisine, son visage restant de marbre. L'un des officiers plante une sonde dans le sol et ressent une résistance molle. Le silence tombe sur l'équipe de recherche alors qu'ils commencent à creuser à la main. À seulement quelques centimètres sous la surface, un premier fragment de tissu apparaît. Puis, l'impensable, une main humaine, décharnée et figée pour l'éternité. Ray Copeland ne sourcille pas, son regard vide fixé sur l'horizon du Missouri. Ce n'est que le début d'une fouille qui va durer des semaines et traumatiser la région. Car au fond d'un vieux puits abandonné, un autre secret attend d'être déterré. Les enquêteurs découvrent alors un registre caché dans la maison, rempli de noms barrés d'une croix rouge. Le nombre de croix dépasse de loin celui des corps déjà retrouvés dans la grange. Où sont passés les autres hommes qui ont eu le malheur de croiser le chemin des Copeland ? L'histoire de Ray Copeland ne commence pas en 1989, mais bien des décennies plus tôt, dans la poussière de la Grande Dépression. Pour comprendre le monstre, il faut remonter à l'époque où la Terre elle-même s'est retournée contre les hommes. Au début des années 1930, le ciel au-dessus de l'Oklahoma s'est soudainement transformé en une muraille de ténèbres. Pour le jeune Ray Copeland, la Terre n'était plus une source de vie mais un linceul étouffant. Chaque jour, sa famille luttait contre les tempêtes de sable qui s'infiltraient par les moindres fissures de leur cabane. La faim n'était pas seulement une sensation, c'était un compagnon constant qui rongeait son estomac. Il a vu ses parents s'effondrer sous le poids d'une pauvreté que même le travail acharné ne pouvait vaincre. Les banques ont commencé à saisir les terres de ses voisins, transformant des hommes fiers en mendiants. Ray a rapidement appris que dans ce monde dévasté, la morale était un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il observait les marchands de bétail qui, malgré la crise, semblaient toujours trouver un moyen de prospérer. C'est à cette époque que l'idée de la tromperie a commencé à germer dans son esprit encore jeune. Il a réalisé que les vulnérables étaient les cibles les plus faciles à exploiter sans conséquence.
La mort du bétail par milliers dans les champs desséchés ne lui inspirait aucune tristesse, seulement de la frustration. Il s'est juré qu'il ne finirait jamais comme son père, brisé par la terre et le destin. Pour survivre, Ray a commencé à voler de la petite quincaillerie et des outils chez les fermiers voisins. Chaque larcin réussit à renforcer son sentiment de supériorité sur ceux qui respectaient les règles. Il détestait l'autorité, voyant dans la loi une barrière dressée uniquement pour protéger les riches. Son manque total de remords effrayait même ses quelques rares amis d'enfance. À 18 ans, il possédait déjà le regard froid d'un homme qui a vu trop d'horreurs. En 1939, alors que le Dust Bowl commençait à s'apaiser, Ray a décidé de quitter sa famille pour de bon. Il a erré de ville en ville, découvrant une Amérique blessée où les hommes étaient prêts à tout pour un repas. Cette observation des masses de vagabonds allait devenir la base de son futur mode opératoire. Ray a été arrêté pour la première fois pour vol de bétail à peine quelques mois après son départ. La prison n'a pas servi de leçon, elle a simplement servi d'école pour affiner ses tactiques criminelles. Il y a rencontré des escrocs chevronnés qui lui ont appris à manipuler les documents officiels. Sa haine envers ceux qui possédaient plus que lui s'est transformée en une obsession maladive. Les années passèrent et Ray devint un homme d'une discrétion absolue, presque invisible dans la foule. Son visage semblait avoir été sculpté dans la pierre, sans aucune trace de chaleur humaine. Il a compris que pour réussir un grand coup, il lui fallait une base stable et une façade respectable. L'Oklahoma n'était plus qu'un souvenir de poussière et de larmes qu'il souhaitait enterrer à jamais. Il cherchait désormais un partenaire, quelqu'un qui pourrait l'aider à ancrer sa vie dans la normalité apparente. Quelqu'un d'assez simple pour être manipulé, mais d'assez loyal pour garder des secrets. La Grande Dépression avait créé une génération de survivants, mais elle avait créé en Ray un prédateur. Les leçons de la faim ne s'oublient jamais, elles se transforment simplement en une soif de pouvoir insatiable. Ray s'est alors dirigé vers le Missouri, un état où les opportunités de commerce de bétail étaient légendaires. Il savait que là-bas, les archives étaient moins précises et les étrangers plus nombreux. Les ombres du passé continuaient de le suivre, mais il avait appris à les utiliser comme un manteau protecteur. Chaque rencontre fortuite était pour lui une occasion de tester ses nouveaux talents de manipulateur. C'est lors d'une fête locale, sous un chapiteau poussiéreux, qu'il a aperçu une jeune femme nommée Faye. Elle semblait avoir la simplicité et la dévotion qu'il recherchait depuis si longtemps. Pour Faye, Ray ressemblait à un homme solide, un travailleur qui pourrait lui offrir la sécurité. Elle ignorait que derrière son sourire poli se cachait un vide moral que rien ne pourrait jamais combler. Mais l'union de ces deux êtres n'allait pas seulement créer une famille, elle allait engendrer une machine de mort. Alors que Ray serrait la main de celle qui deviendrait sa complice, une ombre plus sombre que le Dust Bowl s'abattait sur le Missouri. Ce que Faye ne savait pas encore, c'était que sa loyauté serait testée par le sang des innocents. La rencontre de Ray et Faye s'est produite dans l'ombre de la reconstruction d'après-guerre. Faye était une jeune femme tranquille, élevée dans les valeurs rigides du Midwest. Ray, quant à lui, portait déjà en lui les stigmates d'une vie de privation et d'amertume. Leur premier regard n'avait rien de l'innocence d'un conte de fées. Ils se sont mariés très rapidement en 1940, scellant un pacte que personne ne pouvait encore comprendre. Dès les premiers mois, la véritable nature de Ray a commencé à transparaître derrière les portes closes. Faye a vite compris que son mari ne se contenterait jamais d'un salaire d'ouvrier honnête. Ray possédait un talent inné pour manipuler les gens et détourner les règles à son avantage. Le couple a commencé à voyager de ferme en ferme, laissant derrière eux une traînée de dettes impayées. En 1947, Ray a été arrêté pour la première fois pour un vol de bétail mineur. Faye attendait patiemment son retour, devenant le pilier silencieux de son instabilité. Chaque séjour en prison ne faisait qu'alimenter la haine de Ray envers l'autorité. Il a commencé à élaborer des plans de plus en plus complexes pour tromper le système bancaire. Leurs enfants sont nés dans cette atmosphère de paranoïa et de secrets familiaux. Ray considérait sa famille comme une extension de sa propre volonté de puissance. Les Copeland changeaient souvent d'identité pour échapper aux créanciers qui les traquaient. Ils se sont finalement installés dans le Missouri, cherchant un terrain fertile pour leurs escroqueries. Ray avait appris que le bétail était plus facile à voler s'il ne quittait jamais officiellement la ferme. Faye s'occupait des comptes, tenant des registres méticuleux de chaque transaction douteuse. Mais la police commençait à remarquer une récurrence dans les disparitions d'animaux dans la région. Ray sentait l'étau se resserrer et savait qu'il devait changer de tactique. Il a commencé à engager des hommes de main pour faire le sale boulot à sa place. Ces hommes étaient souvent des sans-abri ou des marginaux sans famille pour s'inquiéter d'eux. C'était le début d'un système qui allait devenir mortel quelques années plus tard.
Faye restait la complice silencieuse, préparant les repas pour ses invités éphémères. Elle ne posait jamais de questions sur l'endroit où ces hommes partaient après le travail. Ray utilisait des chèques sans provision pour acheter du bétail au nom de ses ouvriers. Une fois les vaches revendues, l'argent disparaissait dans les poches des Copeland. Les ouvriers, eux, devenaient des preuves vivantes et encombrantes de la fraude. Ray n'aimait pas laisser de traces derrière lui. Le voisinage voyait les Copeland comme un couple âgé et travailleur, sans histoire. Ils fréquentaient l'église locale, renforçant leur image de respectabilité rurale. Sous cette façade, la cruauté de Ray ne cessait de croître. Faye a commencé à noter les noms des ouvriers dans un petit carnet secret. Ce carnet allait devenir la liste noire la plus célèbre de l'histoire du crime au Missouri. Les disputes au sein du couple étaient rares car Faye acceptait tout sans un mot. Les autorités commençaient à accumuler des plaintes pour chèques impayés contre Ray, mais Ray parvenait toujours à rejeter la faute sur les vagabonds disparus. Il prétendait qu'il s'était enfui avec l'argent et le bétail. Personne ne cherchait plus loin que la surface de ses explications. Le stratagème était désormais parfaitement huilé et prêt pour l'étape suivante. Cependant, un vent de méfiance commençait à souffler sur la petite ville de Morrisville. Car Ray venait d'acheter une nouvelle pelle et ce n'était pas pour planter des cultures dans son jardin. Le couple Copeland finit par s'installer sur une petite exploitation à Morrisville, dans le Missouri, en 1986. Cette terre isolée allait devenir le théâtre d'une machination aussi complexe que diabolique. Ray possédait une réputation de marchand de bétail peu scrupuleux, déjà banni de plusieurs marchés locaux. Pour contourner ces interdictions, il imagina une méthode pour utiliser le nom d'autrui. Il commença à fréquenter les refuges pour sans-abri et les soupes populaires des villes voisines. Là, il repérait des hommes vulnérables, souvent sans famille et désespérés par la pauvreté. Il leur promettait un toit, de la nourriture et un salaire honnête pour travailler à sa ferme. Pour ces vagabonds, l'offre de ce vieil homme à l'allure de grand-père semblait être une bénédiction. Une fois arrivés à Morrisville, les ouvriers découvraient des conditions de vie rudimentaires. Ray exigeait d'abord qu'ils ouvrent un compte bancaire à leur propre nom dans une banque locale. Il utilisait ensuite l'adresse de sa ferme comme domicile officiel pour ces nouveaux arrivants. Les hommes recevaient des carnets de chèques qu'ils remettaient immédiatement à Ray. Le stratagème consistait à envoyer l'ouvrier aux enchères pour acheter du bétail de qualité. L'ouvrier payait avec ses propres chèques, sachant pertinemment que le compte était vide. Ray emmenait ensuite les bêtes rapidement pour les revendre ailleurs avant que les chèques ne soient rejetés. Il empochait l'argent liquide de la revente, laissant l'ouvrier porter toute la responsabilité légale. Faye Copeland, de son côté, jouait un rôle crucial de secrétaire dans cette organisation. Elle tenait des registres précis de chaque homme engagé et de chaque transaction effectuée. Sur ces listes, certains noms étaient marqués d'une croix noire mystérieuse. Les voisins voyaient défiler de nombreux travailleurs, mais ne s'inquiétaient jamais de leur départ soudain. Ray expliquait simplement que les hommes étaient repartis chercher du travail plus loin. Pourtant, les effets personnels de ces hommes restaient souvent à la ferme. Dennis Murphy fut l'un de ces hommes piégés par la mécanique des Copeland. Après avoir effectué plusieurs achats frauduleux, Dennis commença à s'inquiéter de la police. Ray ne tolérait aucune remise en question de son système bien rodé. Un soir, Ray invita Dennis à l'accompagner dans les bois pour vérifier une clôture. C'était une excuse qu'il utiliserait à maintes reprises pour isoler ses victimes. Dennis Murphy ne fut jamais revu vivant après cette promenade nocturne. Ray retourna à la ferme seul, rangeant calmement son arme dans le râtelier. Faye commença alors à transformer les vêtements des disparus en couverture de patchwork. Elle utilisait les chemises de travail de Dennis et des autres comme si de rien n'était. Pour les Copeland, ces hommes n'étaient que du bétail humain, jetable après usage. Le cycle se répétait, recrutement, fraude, meurtre, remplacement. Paul Cowart fut la victime suivante à tomber dans le piège de la ferme de Morrisville. Comme les autres, il fut abattu d'une balle dans la nuque, la signature glaciale de Ray. Ray utilisait une carabine de petit calibre pour minimiser le bruit et les éclaboussures. Il enterrait ensuite les corps dans les granges ou les jetait dans un puits abandonné. L'odeur de la mort était masquée par celle du fumier et de la terre retournée. Pendant 3 ans, les Copeland vécurent ainsi, s'enrichissant sur le sang des invisibles. Ils pensaient être intouchables dans leur petite communauté rurale du Missouri. Mais en 1989, un homme nommé Jack McCormick parvint à s'échapper in extremis. Il se précipita vers la cabine téléphonique la plus proche pour alerter les autorités. Son témoignage allait briser le silence,
mais Ray était déjà en train de charger son fusil pour faire taire le dernier témoin. Le silence pesant de la campagne du Missouri ne parvenait plus à cacher l'odeur du sang et de la trahison. Ray Copeland observait le chemin de terre depuis sa véranda, serrant nerveusement la crosse de son fusil de chasse. À quelques kilomètres de là, le détective Gary Calvert examinait une pile de signalements de personnes disparues. Un motif troublant commençait à émerger des dates et des lieux de dernière présence de ces hommes. Tous étaient des vagabonds, des hommes sans attache passés par le marché aux bestiaux de Morrisville. Ray avait compris que les morts ne parlent pas et ne réclament jamais leur part du butin. Le vieil homme attirait ses victimes avec la promesse d'un lit chaud et d'un travail honnête. Mais une fois le chèque de bétail encaissé, l'ouvrier devenait une charge inutile pour le patriarche. Le premier meurtre n'avait été qu'une solution pragmatique à un problème financier. Bientôt, tuer devint une habitude, une routine aussi banale que la traite des vaches. Faye Copeland observait tout depuis la fenêtre de la cuisine, notant chaque nom dans son registre secret. Sa complicité silencieuse était le ciment qui maintenait leur empire macabre debout. Calvert reçut un appel anonyme mentionnant des ossements aperçus près d'une clôture. Le détective savait qu'il devait agir vite avant que les preuves ne soient définitivement effacées. Ray commença à se méfier de Jack McCormick, le dernier vagabond encore en vie sur sa propriété. Jack sentait le regard glacial du vieil homme peser sur ses épaules à chaque instant. Le jeune homme avait remarqué des vêtements abandonnés dans la grange qui ne lui appartenaient pas. Il y avait aussi cette odeur de décomposition qui flottait parfois près du puits condamné. Calvert interrogea les voisins qui décrivirent les Copeland comme des gens étranges mais sans histoire. Pourtant, personne ne se souvenait avoir vu les ouvriers quitter la ferme de Morrisville. Ray perdait patience et décida qu'il était temps pour Jack de disparaître à son tour. Jack s'enfuit en pleine nuit, courant à travers les champs de maïs pour échapper à son destin. Il atteignit une cabine téléphonique et composa le numéro de la police locale avec des mains tremblantes. Calvert répondit personnellement, comprenant que le témoin clé venait d'apparaître. Le lendemain matin, une escouade de policiers se rassembla pour préparer la descente chez les Copeland. L'air était chargé d'électricité alors que les véhicules s'engageaient sur le chemin privé de la ferme. Ray les attendait sur le porche, son visage ridé restant totalement impassible face à l'autorité. Calvert présenta le mandat de perquisition, mais Ray se contenta de cracher par terre en signe de mépris. Pendant ce temps, Faye brûlait frénétiquement des papiers dans le poêle à bois de la cuisine. Un officier remarqua la fumée noire s'échappant de la cheminée et se précipita à l'intérieur. Le registre était presque entièrement consumé, mais quelques fragments de noms restaient lisibles. À l'extérieur, les chiens renifleurs commencèrent à s'agiter violemment près de la grande grange. Calvert sentit un frisson parcourir son échine en voyant la terre fraîchement remuée. Il ordonna à ses hommes de ramener des pelles et de commencer à creuser méthodiquement. Chaque coup de pelle révélait l'horreur cachée sous la surface de cette ferme paisible. Un premier morceau de tissu apparut, suivi rapidement par la vision cauchemardesque d'un crâne humain. Le silence tomba sur l'équipe de recherche alors que l'ampleur du crime se révélait. Ray ne sourcilla pas, fixant l'horizon comme s'il n'était pas concerné par ce qui se passait. Faye, menottée, murmura une prière inintelligible tout en lançant un regard noir aux enquêteurs. La rumeur se propagea dans tout le Missouri. Les Copeland étaient des monstres. Les fouilles ne faisaient que commencer et d'autres sites suspectés devaient encore être explorés. Calvert remarqua alors une étrange marque sur un arbre près du puits condamné. C'était un repère indiquant que le pire restait peut-être encore à découvrir. Les Copeland avaient transformé leur terre en un cimetière privé pour les oubliés de la société. Alors que Calvert s'approchait du puits pour l'ouvrir, un cri retentit depuis la cave de la maison principale. Le cri perçant provenant de la cave stoppa net l'officier Calvert dans son élan vers le vieux puits. Il s'agissait de Faye Copeland, hurlant depuis la lucarne de la cave contre l'intrusion des policiers sur sa propriété. Ignorant les protestations de la vieille femme, Calvert fit signe à son équipe d'amener les chiens de recherche. Les bergers allemands s'agitèrent immédiatement en s'approchant de la grande grange à foin. L'air dans la grange était saturé d'une odeur de poussière, de bétail et de quelque chose de plus fétide. Un des chiens commença à gratter furieusement le sol en terre battue dans un coin reculé. Calvert s'agenouilla pour examiner la terre qui semblait avoir été remuée récemment. Il ordonna aussitôt aux techniciens d'apporter les pelles pour débuter l'excavation. Les premiers coups de pelle résonnèrent lourdement dans le silence oppressant de la propriété. Après seulement 30 cm, le tranchant du métal heurta un objet dur qui n'était pas une pierre. En dégageant délicatement la terre au pinceau, les enquêteurs virent apparaître les phalanges d'une main humaine.
Le corps était enveloppé dans un sac en plastique bon marché, ficelé avec de la corde de ferme. Calvert nota que la victime portait encore ses vêtements de travail, typiques des ouvriers itinérants. À l'arrière du crâne, un trou net témoignait d'une exécution brutale à bout portant. Les fouilles s'étendirent alors à l'autre extrémité de la propriété, près d'un bosquet d'arbres. Le deuxième corps fut retrouvé sous un tas de ferraille rouillée que Ray Copeland avait accumulé. Chaque découverte révélait le même mode opératoire, une balle de calibre .22 dans la nuque. Dans la maison, Faye restait assise dans son rocking chair, fixant les policiers avec un mépris silencieux. Les enquêteurs commencèrent à fouiller les placards et trouvèrent une boîte de cigares remplie de papier. À l'intérieur se trouvait une liste manuscrite contenant les noms des hommes disparus. À côté de certains noms, une petite croix tracée au stylo rouge marquait le destin final des malheureux. Calvert comprit que Ray Copeland ne se contentait pas de tuer, il tenait une comptabilité de l'horreur. Dehors, l'excavatrice commença à creuser près du puits mentionné par le témoin McCormick. Les décombres et la boue furent retirés sous le regard impassible de Ray Copeland, menotté dans une voiture. L'odeur devint insoutenable alors que le fond du puits était enfin exposé au jour. 2 autres corps furent extraits de la vase, empilés l'un sur l'autre comme de vulgaires débris. Les vêtements des victimes étaient en lambeaux, révélant la pauvreté de ces hommes qui cherchaient juste du travail. Les photographes de la police documentèrent chaque centimètre de la ferme, transformant le lieu en scène de crime géante. Au total, 5 corps furent déterrés de la terre glacée du Missouri en l'espace de 2 jours. La communauté de Mooresville observait avec horreur le manège des ambulances et des corbillards. Ray Copeland ne montra aucun remords, se contentant de demander quand il pourrait rentrer dîner. Faye, quant à elle, continuait de nier toute connaissance des activités de son mari malgré la liste trouvée chez elle. Les experts en balistique confirmèrent que toutes les balles provenaient de la carabine Winchester de Ray. Calvert savait qu'il tenait les preuves d'un des pires tueurs en série de l'histoire rurale américaine. Mais une question demeurait, comment ce couple âgé avait-il pu agir seul pendant si longtemps ? En fouillant le grenier, un officier découvrit une pile de vêtements soigneusement pliés ayant appartenu aux victimes. Faye avait lavé et rangé les habits des hommes que son mari venait d'abattre. Chaque vêtement était une preuve supplémentaire de sa complicité active dans la gestion de la ferme de l'horreur. Les mandats d'arrêt officiels furent signés alors que la nuit tombait sur Mooresville. Les Copeland quittèrent leur terre pour la dernière fois, escortés par une armada de véhicules de police. Tandis que le convoi s'éloignait, un enquêteur resté sur place remarqua une trappe dissimulée sous le tapis du salon. En ouvrant la trappe, il découvrit un journal intime dont la première page mentionnait un secret que même Ray ignorait. Les enquêteurs restèrent figés devant les pages jaunies du journal de Faye qui contenait des détails surprenants sur son implication réelle. Le procès s'ouvrit dans une atmosphère de stupeur générale alors que le monde découvrait le visage de ces meurtriers improbables. Le procureur présenta les preuves accablantes retrouvées sur la propriété, incluant la fameuse liste de noms marqués de croix. Les restes humains exhumés du puits furent décrits avec une précision chirurgicale qui glaça le sang de l'assemblée. Ray Copeland gardait un silence de pierre, refusant de montrer le moindre remords pour ses victimes. De son côté, Faye jouait la carte de l'épouse soumise et ignorante, affirmant qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres de son mari. Cependant, l'écriture de Faye sur la liste des ouvriers morts prouvait qu'elle était la comptable méticuleuse de cette horreur. Les familles des victimes se succédèrent à la barre pour témoigner de la disparition brutale de leurs proches. Le jury délibéra pendant plusieurs jours, pesant le poids de la cruauté face à l'âge avancé des accusés. Le verdict tomba finalement, condamnant Ray Copeland à la peine capitale pour ses crimes odieux. À la surprise de beaucoup, Faye Copeland reçut également la peine de mort, devenant la femme la plus âgée dans le couloir de la mort. Ray fut transféré dans une cellule de haute sécurité où il passa ses derniers jours dans un isolement total. Sa santé se déclina rapidement, le temps réclamant ce que la justice n'avait pas encore exécuté. En 1993, Ray Copeland mourut de cause naturelle avant que sa sentence ne soit appliquée. Faye continua de clamer son innocence à travers de nombreux appels juridiques au fil des années. Sa peine fut finalement commuée en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle par le gouverneur. Elle finit par devenir une ombre errante dans les couloirs de la prison, oubliée par le monde extérieur. En 2003, Faye s'éteignit dans un centre de soins, emportant avec elle les derniers mystères de la ferme de Mooresville. La ferme des Copeland fut finalement vendue et les bâtiments maudits furent rasés pour effacer les traces du passé. Aujourd'hui, seule une terre silencieuse subsiste là où tant d'hommes ont perdu la vie pour quelques têtes de bétail. Les restes des victimes furent rendus à leurs familles pour recevoir enfin une sépulture digne.
L'affaire des Copeland reste un rappel brutal que le mal peut se cacher derrière le visage le plus banal de la vieillesse. Le Missouri n'oubliera jamais les cris étouffés sous la terre de Mooresville. Les archives judiciaires conservent précieusement chaque témoignage pour que l'histoire ne se répète jamais. Le système d'escroquerie qu'ils avaient bâti s'est effondré sous le poids de leur propre cupidité. Jack McCormick, celui qui a tout déclenché, a pu reprendre le cours de sa vie loin de l'horreur. Les ombres des granges ont disparu, mais la légende noire des Copeland demeure dans les mémoires locales. Chaque croix sur la liste représentait une vie brisée pour un profit dérisoire. La justice a finalement triomphé, mettant un terme définitif à cette série de meurtres impitoyables. Le secret que Faye gardait dans son journal ne fut jamais totalement compris, laissant une part d'ombre éternelle. Les champs de Mooresville retrouvent peu à peu leur tranquillité d'antan. L'histoire des Copeland se referme ici, dans le silence de la terre et l'oubli des prisons. Nous devons rester vigilants car le mal ne prévient jamais de son arrivée. Le nom de Copeland est désormais synonyme d'une noirceur insoupçonnée au cœur de l'Amérique rurale. Les victimes ont enfin trouvé la paix qu'elles méritaient tant. Les experts continuent d'étudier le cas pour comprendre la psychologie d'un couple si âgé et si meurtrier. Ray Copeland a emporté ses motivations exactes dans la tombe, laissant le monde dans l'incompréhension. Faye, elle, est restée une énigme jusqu'à son dernier souffle. La boucle est bouclée et la terre de la ferme ne parlera plus. Le soleil se couche sur le Missouri, emportant avec lui les derniers vestiges de cette tragédie sanglante.